Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir démarrer le webinaire. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Pensez bien à couper vos micros, notamment pendant les interventions, pour éviter, mais normalement, les micros sont coupés automatiquement. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de la Fabrique à entreprendre. Avec la thématique aujourd'hui qui est digitaliser mon activité, la solution. Alors, c'est la question qu'on va un peu aborder aujourd'hui avec plusieurs volets, le volet stratégie, l'outil notamment des réseaux sociaux, et puis un témoignage avec, on a décidé de faire un zoom sur la restauration, puisque c'est une des activités qui est quand même fortement aussi impactée, même si elles le sont toutes, hein, mais en tout cas, qui peut l'être fortement aujourd'hui, notamment parce que les restaurants ne sont pas encore réouverts. Ça ne saurait tarder d'ici quelques jours, mais dans quelles conditions? Donc, ça reste opportun de se poser la question du digital, notamment dans la restauration. Et puis, ça peut s'appliquer à d'autres entreprises aussi, en fonction des produits et des services qu'elles proposent. Donc, bienvenue à tout le monde. On va quelques petites règles pour commencer ce webinaire. Donc, vous avez bien tous coupé vos micros, donc ça c'est parfait, notamment pendant les interventions. La vidéo n'est pas obligatoire, même si c'est, on va dire, plus sympa de se voir, notamment en cette période un peu particulière. Mais ça peut être utile en cas de difficulté au niveau de la connexion. N'hésitez pas à couper vos caméras, notamment. Être bienveillant avec celles et ceux qui vont poser des questions. Et puis, puisque vous aurez l'occasion à plusieurs reprises de poser vos questions, donc n'hésitez surtout pas. Et être bienveillant aussi avec les personnes qui interviennent aujourd'hui, que je vais vous présenter par la suite. Et enfin, posez vos questions, vous pouvez d'ores et déjà le faire via l'onglet « Converser ». Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cet onglet. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont utilisé. Donc, moi, je vais l'utiliser aussi. Comme ça, vous allez peut-être tous avoir mon petit onglet « Converser » en fait, qui va clignoter normalement en orange, si je ne dis pas de bêtises. Cet onglet « Converser », il se situe en fait dans la barre en bas de Zoom, notamment pour ceux qui l'utilisent sur ordinateur. Ou alors, vous cliquez sur les trois petits points de cette même barre. Vous allez avoir au tout début « Converser ». Si vous cliquez dessus, il y a la fenêtre « Converser » qui va apparaître. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On va pouvoir en prendre connaissance au fur et à mesure et du coup pouvoir y répondre, on l'espère, tout au long du webinaire. Un petit sondage, habituellement on demande le domaine d'activité. C'est quelque chose que vous pouvez éventuellement évoquer dans l'onglet « Converser », mais peut-être aussi savoir très rapidement si vous avez des attentes particulières concernant le digital ou si vous êtes, on va dire le pourquoi de votre venue là sur ce webinaire. N'hésitez pas à l'indiquer via l'onglet « Converser » dès maintenant pour qu'on puisse avoir une vue aussi sur vos attentes et pouvoir éventuellement s'adapter et mieux y répondre. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, autour de la table, il y a bien plus que ces personnes-là, mais c'est les personnes qui vont intervenir aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Donc, on a Fabien et Christophe qui sont de l'Académie numérique, qui est une structure notamment qui forme autour de l'objet du numérique. Peut-être qu'ils peuvent juste faire un petit coucou et comme ça permettra de les visualiser pour celles et ceux qui sont là autour de nous. Il y a également Léo qui travaille, qui est cofondateur de Dynamique, qui fait un petit coucou aussi. Vous les
Vous les voyez, ils ont les fonds d'écran potentiellement voilà, à l'effigie de leur entreprise. Donc Dynamic, voilà, ils sont des acteurs locaux, hein, puisqu'ils travaillent tous les deux sur du digital et sur du numérique. Et Dynamic propose notamment on va dire des solutions pour mettre en avant les entreprises du territoire, notamment les commerces. Et puis, on a également Mathieu, qui est restaurateur à Digne-les-Bains, à l'auberge du Cours, et qui va venir témoigner là, de ce qu'il a mis en place ces dernières semaines dans le cadre de cette période particulière, en termes d'action autour du digital. Et vous allez voir que c'est voilà, une vraie stratégie et visiblement, ça fonctionne. Et puis moi-même, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Charlie, donc je m'occupe de la fabrique à entreprendre, qui est un dispositif qu'on essaie de monter et mettre en place tout doucement, voilà, sur Digne-les-Bains notamment, et qui se situe au centre-ville de Digne-les-Bains, à l'espace Dignapolis, un boulevard Victor Hugo, mais je l'aborderai un peu plus tard. Et puis après, tout autour, il y a l'équipe qui a permis aussi de réaliser ce webinaire, notamment de l'équipe d'initiative. Vous allez voir aussi leur fond d'écran un peu à l'effigie de la fabrique à entreprendre. Donc voilà, ils ont participé aussi à l'élaboration de ce webinaire. Donc merci à eux. Ils pourront prendre la parole au fur et à mesure de la présentation. Alors aujourd'hui, en 1h, 1h30, on va aborder trois grandes parties, on va dire. La première, ça va être la présentation de la fabrique pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y en a certains qui participent déjà depuis quelques semaines au webinaire, donc ils connaissent un peu la fabrique puisque je la présente à chaque fois, mais bon, c'est par la répétition que l'on apprend, il paraît, donc c'est aussi bien. La deuxième partie, ça va être sur le digital, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, avec différentes sous-parties, différents intervenants. Et puis, il y aura également des questions ouvertes à la fin du webinaire. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on pourra faire l'after-webinar. Donc, si vous avez d'autres sujets à aborder, des remarques, des suggestions à nous faire sur la suite ou sur le webinaire, n'hésitez surtout pas. Ce sera la toute dernière partie du webinaire, si vous voulez rester avec nous. Alors, il y a la partie questions ouvertes, effectivement, mais vous pouvez, je l'ai déjà dit, poser déjà vos questions. On pourra aborder une à deux questions en fait, pendant les parties, si vous le voulez, pour pouvoir rebondir sur des questions pertinentes en lien avec les présentations qui sont faites. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long. Alors, la fabrique à entreprendre. Donc, c'est un dispositif, ce n'est pas une nouvelle structure. C'est pas voilà, la création d'une nouvelle structure, c'est un dispositif qui vient s'accrocher à ce qui se fait déjà et qui est complémentaire, qui se veut complémentaire en fait à ce qui se fait déjà sur le territoire. Ça prend plusieurs formes, plusieurs branches. Il y a d'abord un point d'accueil et d'écoute, j'en ai déjà un peu parlé, sur Digne-les-Bains, puisque c'est un dispositif qui est dédié en fait aux entrepreneurs du territoire. Et l'idée, c'est de pouvoir les accueillir et écouter les projets qu'ils ont à proposer. Ça, alors en période de confinement, on le fait à distance, bien évidemment, même si on est un peu déconfiné, mais voilà, on garde encore un peu nos distances sur ces prochaines semaines. La fabrique entreprendre, c'est également des espaces partagés avec des salles de réunion, un espace de coworking que l'on veut monter un peu aussi en puissance, notamment dans le cadre du télétravail, par exemple, qui s'annonce sur les prochaines semaines. On a peut-être une carte à jouer aussi dans les territoires ruraux. Et puis, on a également des bureaux dans lesquels il y a actuellement déjà des entreprises ou des associations qui sont présentes au sein de Dignapolis et de la Fabrique Entreprendre. La Fabrique Entreprendre, c'est des événements pour entreprendre avec des ateliers, des permanences et des rencontres. Alors là, du coup, on les fait un peu à distance, mais on espère assez rapidement pouvoir les faire en présentiel. En tous les cas, on maintient ces événements même à distance pour accompagner les porteurs au mieux. C'est également une communauté d'entrepreneurs qui s'agrandit un peu, on va dire, au jour le jour. Et puis, la Fabrique Entreprendre, je disais, c'est un dispositif complémentaire avec ce qui existe déjà. Donc, on s'appuie sur un réseau de professionnels de l'accompagnement. On le voit ici, donc qui est très varié sur le 04. C'est une vraie chance. Voilà, la Fabrique Entreprendre, c'est un peu toutes ces branches-là. Donc, c'est un lieu, pour résumer, un lieu unique pour faciliter l'accompagnement des projets dans toutes leurs étapes. Donc, à l'amorçage, clarifier et tester le projet en amont,
créer, reprendre ou développer une activité, et le volet financier qui est important lorsque l'on est sur un projet de toute façon. Et c'est voilà, un tiers-lieu à en devenir au niveau de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est l'ambition qu'on essaie de se donner. Alors, c'est un dispositif d'intérêt général qui est financé en grande partie par du public. Voilà pourquoi il est d'intérêt général, notamment par BPI France, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une structure nationale qui accompagne et qui finance même les entreprises. Il y a également l'agglomération dinoise, Provence-Alpes Agglomération, qui est partie prenante dans ce projet de Fabrique Entreprendre. Et puis l'Europe, au travers de différents dispositifs, le programme LEADER et le Fonds social européen également. Et je l'ai dit, ce n'est pas une nouvelle structure. Donc le porteur, c'est Initiative Alpes Hauts-de-Provence, qui est une association qui octroie des prêts, notamment à taux zéro, et qui accompagne autour de ces prêts-là, qui accompagne les entreprises, qui est présente sur le territoire. Voilà, je termine là-dessus. Donc, je l'ai dit, c'est à Digne-les-Bains, un boulevard Victor Hugo. Donc, moi, c'est Charlie et je m'occupe de ce dispositif. Même si je ne suis pas seul derrière, il y a une équipe aussi qui m'aide pas mal sur tous les sujets. Vous nous retrouvez sur la page Facebook et Instagram notamment, et j'espère bientôt sur un site internet qu'on essaye de construire, mais voilà. Et donc, vous aurez ça bientôt sur le web, donc une vitrine sur le web de la Fabrique avec tous les événements. Vous pourrez trouver tous les événements de la Fabrique. Voilà pour la Fabrique Entreprendre. On va passer maintenant à la première partie de ce webinaire sur digitaliser la solution, notamment la stratégie. Donc là, c'est surtout l'Académie numérique avec Fabien qui va intervenir sur cette partie, qui va vous présenter notamment les facteurs clés de succès autour du digital. Donc là, l'idée, c'est de vous donner le champ des possibles. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre. Et si ce n'est pas le cas, on pourra revenir également sur ces questions-là. Alors, il y a juste une petite chose. On avait évoqué en fait dans l'invitation, dans l'événement, qu'il y aurait une partie sur le volet sanitaire. Malheureusement, notre intervenant ne peut pas venir aujourd'hui pour une raison très simple, c'est qu'il y a un effectif réduit en fait au niveau du laboratoire vétérinaire départemental. Donc voilà, mais il a tenu à exprimer le fait si vous avez des questions en lien avec l'hygiène, notamment et la sécurisation autour de cette vente-là, la vente à emporter, vous pouvez poser vos questions et nous on fera passer en fait vos questions à Olivier Etiévent qui devait intervenir aujourd'hui et il essaiera d'y répondre. En tout cas, ça lui tient à cœur, il nous l'a rappelé encore hier. Voilà, je laisse la parole maintenant à Fabien, puis on va démarrer tranquillement le webinaire sur la digitalisation. Merci Charlie, bonjour à tous. Oui. Tu as la main quelqu'un normalement. qui va peut-être parler. Ok, j'ai la main, parfait. On fait voir. Pardon, vas-y. Tout le monde m'entend? C'est bon? Tout le monde m'entend, Charlie? On m'entend bien? Oui. J'ai l'impression que tout le monde fait des bons signes de la tête. Ok, parfait. Super. Ok, donc voilà, bon, moi c'est Fabien de l'Académie, comme Charlie nous a rapidement présenté, et je suis donc référent pédagogique des formations longues au sein de l'Académie numérique, et je suis plus particulièrement spécialisé dans la photo, la vidéo et la stratégie de contenu. Voilà, donc on va voir ensemble un petit peu la partie un petit peu stratégie globale, effectivement, comme disait Charlie, pour voir un petit peu sur quelle piste il faut danser. Alors, juste petite intro, ceux qui n'ont pas du tout de notion en web marketing, c'est le web marketing, donc c'est l'ensemble des techniques marketing et publicitaires utilisées sur Internet dans le but de faire de l'acquisition et finalement de la conversion. On est tous là pour ça. L'idée, c'est quand même au bout d'un moment d'arriver à convertir des prospects. Quelques facteurs clés de succès. Alors là, donc c'est un petit listing qu'on va voir rapidement. Donc il y a des facteurs d'attraction.
Donc, où il faut montrer finalement une image professionnelle, toujours on va dire, travailler sur le brand content. On va le voir dans le deuxième slide. On va voir quelques exemples de facteurs. Facteur de crédibilité, donc sur la cohérence, web design, la navigation au contenu, des valeurs ajoutées sur ce que vous proposez à votre clientèle, mais également tout ce qui est sécurité, sécurité SSL de site, protection des données, etc. Donc, il faut montrer patte blanche et il faut être cohérent dans ce qu'on propose de manière sécuritaire. Facteur de différenciation, donc ça c'est si vous n'avez pas travaillé sur ce facteur-là, je pense qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de travailler là-dessus. On va le voir après par rapport à Google, mais le facteur de différenciation est vraiment essentiel en fait pour se positionner, pas que d'ailleurs en local, hein, c'est également donc un facteur important pour Google. Les facteurs d'affinité avec la cible, donc le rapport privilégié, hein, être proche de sa cible. Ça, d'ailleurs, Léo le reprendra sur la partie réseaux sociaux. Séduction également, donc s'intéresser, on est toujours pareil, on est toujours très proche de la cible. La cible est au cœur de votre stratégie, hein, l'utilisateur finalement. Voilà. Ensuite, les facteurs de conversion, donc transformer ses visiteurs en clients, donc de passer de prospect à client, puis d'ailleurs de client à finalement ambassadeur, c'est le facteur de fidélisation. Voilà, donc là, quelques images en application de ces facteurs clés de succès. Donc voilà, on voit donc facteur d'attraction, donc bonne image de marque. C'est très important de travailler sur le brand content, donc la stratégie en fait on va dire publier sur votre marque, faire beaucoup de pubs finalement, on va dire de manière pas directe, hein, mais placez votre image de marque, placez votre marque, qu'on se souvienne de vous en fait, hein. Donc ça, c'est énorme pour les facteurs d'attraction. Par exemple, vous pouvez très bien aussi, pourquoi pas vous positionner sur YouTube ou créer par exemple donc des contenus vidéo et propulser finalement, faire parler de vous en fait, hein. Faire parler de vous et tout le temps, sans oublier le filigrane, sans oublier votre image de marque, sans oublier votre logo, etc. Et ça, d'ailleurs, ça peut être fait sur du off-site aussi, enfin, je veux dire, pas forcément que sur Internet, hein. Voilà. Donc là, voilà, on dit facteur de crédibilité, donc les photos non pixelisées, évidemment, bien travailler son esthétique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur votre site, que ce soit bien propre, bien clean, pour éviter qu'on se dise qu'est-ce que c'est, la personne arrive sur le site et puis se dit oh là, c'est bizarre, et puis repart immédiatement, attention à ça, hein. Donc voilà, hein, une marque propre, un lieu unique, un service unique, du contenu unique, on va le voir après. Voilà, donc ensuite, facteur d'affinité avec la cible. Donc, on parle du click to chat, on parle d'un formulaire de contact simplifié, un numéro de téléphone qui apparaît en gros hein, sur le site. Pourquoi pas, voilà, il faut être, c'est vrai qu'il faut être assez disponible en fait, hein, même très disponible, on va dire. Encore pire sur les réseaux sociaux, mais on va voir que Léo propose des solutions après pour tout ceci. Donc, le facteur de séduction, hein, donc là, bien réfléchir à son produit, bien réfléchir à son prix, bien mettre en avant ce qui vous différencie de la concurrence et bien expliquer comment son produit fonctionne. Et donc là, si c'est le cas, par exemple, pour les restaurateurs, c'est évidemment donc bien identifier ce que vous proposez, bien clarifier votre cuisine qui va différencier d'un autre restaurateur, etc. Je vois des questions au fur et à mesure, mais Charlie, je te laisse lire et puis me dire au fur et à mesure s'il y a une question qui est pertinente en fonction de la présentation. Oui. Facteur de conversion, donc proposer bon moyen de paiement. Évidemment, c'est plus que nécessaire, hein. Si en ligne, il y a un problème au niveau de votre module de paiement ou que c'est pas clair ou qu'on ne voit pas d'onglet sécurisé, là, on va perdre évidemment une vente, hein. C'est très important.
d'avoir un processus et un facteur, enfin un processus pardon, de paiement et de mise au panier d'achat très simple en fait, hein, pas trop d'étapes, etc. pour que la personne et l'utilisateur réservent facilement et sans perdre de temps et surtout dans un environnement sécuritaire. Et ensuite, une fois qu'on a des clients sur le net, il va falloir un petit peu leur donner, on va dire, des choses hein, pour les fidéliser et pas que, parce que pour les remercier aussi. Hein, c'est quand on a des clients fidèles et que derrière on leur donne des choses, on leur donne peut-être des bons d'achat, on leur donne peut-être je pense à la restauration, mais on leur fait des petits cadeaux, etc., qui font que ce sont des clients privilégiés qui deviennent finalement des référals, on appelle ça des référals, c'est des ambassadeurs en français, qui eux en fait vont jouer le rôle finalement d'évangélisateur de votre marque, de votre restaurant, etc. C'est le bouche à oreille. Hein. On est sur le bouche à oreille. Donc pour transformer, on va dire, un client normal en client finalement apôtre de votre marque ou de votre entreprise, il va falloir vraiment prendre soin de cette personne et puis avoir des contacts avec elle pour finalement utiliser finalement sa recommandation. La recommandation est très très importante. Alors voilà, là, grosso modo, en listant les 3 piliers qui sont très importants au niveau de votre stratégie, on a une partie SEO. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas du tout entendu parler de ce terme, on va le voir juste après. Donc, SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, on va utiliser en fait des leviers et on va dire des outils qui vont travailler d'une partie technique, une partie un petit peu plus orientée contenu, votre site internet ou votre contenu, qui va faire que Google va mieux vous référencer et va mieux vous identifier en fait. Donc ça, on va le voir, mais c'est de l'optimisation pour les moteurs de recherche, ceux qui ne connaissent pas. Donc SEO plus contenu. Donc là, c'est vraiment, ça doit être au centre vraiment de votre stratégie. On va le voir après. Il faut vraiment que vous proposiez sur Internet, sur votre site web, un contenu. On va voir quel type de contenu. Et l'onglet également social media où il va falloir promouvoir finalement, diffuser, on va dire, répandre ce contenu et ce que vous proposez en fait pour les utilisateurs. Et tout ceci avec une analyse et un réajustement constant en mettant en place des KPI, alors ceux qui connaissent un petit peu les termes techniques, ou alors en tout cas en analysant avec des outils comme Google Analytics par exemple, hein, ou comme d'autres outils, permettant finalement un réajustement de votre stratégie mise en place, sinon vous naviguez à vue. Hein. Pourquoi être en première position? Alors là, bien sûr, il y a plein d'autres réponses, mais là, petit truc sympa que je tenais à vous montrer, parce qu'on n'a pas trop, enfin moi, j'ai pas trop de temps, vous n'avez pas trop de temps ce matin, donc on va essayer d'aller vite. Le F-pattern, c'est un test d'opinométrie qui a été fait, et en fait, donc, c'est les zones de points chauds de la vision humaine sur un écran. Donc là, on voit très bien qu'il faut se situer finalement tout en haut de Google. Sinon, derrière, on perd la personne. Hein, D'ailleurs, il y a aussi un autre facteur qu'on n'a pas parlé ici, c'est la ligne de flottaison. C'est-à-dire que très peu de gens, en fait, il y a 80% des gens qui ne vont pas en dessous de leur taille d'écran. Voire sur mobile, c'est pareil. Hein, ils ne vont pas scroller. Donc, premier résultat qu'ils vont trouver, bam, ils vont y aller. Donc derrière, si vous n'êtes pas positionné en termes de SEO dans les premiers résultats, vous n'existez pas en fait. Hein. Voilà, donc le SEO, on vient de répondre entre guillemets à quoi ça sert. Évidemment, tout dépend de ce que vous voulez développer, mais on peut améliorer les ventes, on peut améliorer sa notoriété, on peut avoir plus de contacts commerciaux, plus de revenus publicitaires, mais aussi on peut affaiblir un concurrent. Évidemment, c'est pas très sympa, mais pourquoi pas, c'est le challenge aussi. Hein. On a ce challenge permanent sur Internet où si on
passe devant un concurrent, malheureusement pour lui, heureusement pour nous peut-être, lui va perdre des parts et vous allez en gagner forcément, puisque si vous atteignez la première position et que lui passe à la deuxième, il va perdre énormément de visibilité et donc de vente. Fabien? Que faut-il faire? Alors, il n'y a pas de réponse. Oui, Fabien, oui, je juste t'écoute. une petite Oui, par rapport justement au SEO, est-ce que oui. donc à la capacité à faire en sorte qu'on soit en haut du panier en termes de recherche, hein, Mhm. il y a la question, parce qu'il y a des questions en fait autour des outils, notamment du site internet. On est d'accord que euh, ça marche pour différents outils, pas que pour le site internet, ou ça peut très bien marcher pour des outils type réseaux sociaux, etc. Ou... Alors, non, enfin, le référencement naturel, après, évidemment, Google jette un œil, hein, sur les contenus réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on est de plus en plus dans des closed content, on est de plus en plus dans des couloirs fermés d'Internet, avec finalement, où il faut être connecté à Facebook pour rentrer dans le contenu Facebook. D'accord. Donc, un Ok. contenu que tu vas publier, par exemple, sur un réseau social, ça dépend lequel, hein, évidemment, mais Facebook est de plus en plus close. Mais par exemple, Pinterest est un peu plus ouvert. D'ailleurs, c'est un peu l'idée de Pinterest. Mais selon le réseau social, effectivement, le SEO ne va pas va avoir beaucoup moins d'impact. Ok. On a des stratégies SMO en fait qu'il faut prendre en compte en fonction du réseau social. C'est pour ça d'ailleurs que là je rebondis sur le pilier du référencement naturel SEO. On a donc toute la structure technique on site, tu vois, donc sur le site, sur le contenu. Donc on va travailler, ça c'est des choses qu'on peut maîtriser totalement, et on est donc vraiment sur notre site internet. Et ensuite on a la partie de la pyramide SEO où on passe sur le off-site, où on est donc sur la partie popularité avec aller voir d'autres sites internet, faire des liens, mettre en place des partenariats finalement, et sur la partie réseaux sociaux où on va travailler vraiment sur notre contenu qu'on va publier sur Facebook ou sur Instagram ou sur d'autres réseaux, où on va être vraiment sur voilà, une stratégie de positionnement SMO. Voilà, on appelle ça Social Media Optimization, qui est un petit peu à part du SEO. Mais Ok. ça en fait partie finalement, puisque l'idée, si on fait un bon contenu sur un site internet et que derrière, donc, on a du SEO optimisé donc, sur notre site internet, plus du réseau social, l'idée c'est que depuis le réseau social, les personnes arrivent sur notre site internet et finalement passent à la conversion. Là, je vois que depuis, j'ai vu l'annonce il n'y a pas longtemps, on a Facebook qui va mettre en place une plateforme e-commerce à l'intérieur même de Facebook. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, vaut mieux quand même avoir une vraie boutique sur une PrestaShop ou sur un WooCommerce ou ce que vous voulez, un Magento, que sais-je, comme CMS au niveau de votre site internet. Euh, pour finalement faire la conversion, quoi. Parce que dans tous les cas, Facebook va prendre une part énorme, j'imagine, des conversions. Et l'idée, c'est faites un contenu sur un site internet, vous le propulsez sur les réseaux sociaux et vous récupérez finalement les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux pour finalement faire les conversions sur votre site. C'est un petit peu Ok. cette mécanique qu'il faut avoir, quoi. Alors, petit point indispensable d'ailleurs, le mobile first. C'est hyper important. Là, quelques stats très intéressantes. Il faut impérativement que vous soyez responsive, donc ceux qui ont entendu parler de cette technologie d'adaptabilité finalement de votre site internet sur un smartphone. C'est très important. Donc, regardez les chiffres, c'est parlant, hein, 91% des utilisateurs Internet ont un smartphone, OK. Derrière, 82% des utilisateurs Internet y accèdent via mobile. Et si on voit la courbe, donc plus 30% par rapport à 2018, donc 42,9% de part de trafic pour le smartphone, et il y en a le trafic via l'ordinateur qui est en baisse en fait depuis 2018. Et cette tendance va continuer à progresser. Et d'ailleurs, derrière, on a Google finalement, qui lui, en fait, va indexe en fait votre site internet en fonction
s'il est responsive ou pas. Et en septembre 2020, alors là, peut-être avec la période de confinement, il y a eu un petit peu un effet retardateur sur cette règle qui va s'appliquer, mais c'était prévu pour septembre. Et en septembre, en fait, ceux qui n'ont pas de site internet qui ne sont pas responsive et qui ne sont pas adaptés au mobile vont être carrément mis tout en bas du référencement Google. Donc là, si vous n'avez pas ce paramètre-là, qui est très important pour Google, il va falloir s'y mettre rapidement, très très rapidement, et concentrer un effort particulier là-dessus. Pour vérifier cet indice d'indexation, j'ai mis dans la présentation, ici normalement il doit y avoir un hyperlien vers PageSpeed Insight. Alors il n'y a pas que ça comme outil, mais c'est un outil Google, donc c'est quand même un outil, on va dire, qu'il faut prendre en compte, hein. C'est un outil Google qui s'appelle PageSpeed Insight qui va tester votre site internet et vous donner une notation en fonction de l'adaptabilité mobile et de la réponse, on va dire, via un ordinateur. Alors, il y a plein de critères techniques là-dedans qu'on pourrait vous aider à décrypter si besoin. Mais déjà, si vous avez une note moyenne et sur mobile, c'est déjà pas mal. Si vous avez par exemple un 0 sur mobile, là, il faut s'affoler tout de suite, il faut tout poser, là, il faut arrêter, partir du webinaire et commencer à travailler. Non, je plaisante, mais c'est très, très important. Concept de Google UAT, tu me dis si je déborde trop du temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions, donc j'essaye d'aller vite, mais pas trop non plus. Google UAT, c'est donc une mise à jour qui a eu, en gros, qui est issue de la mise à jour YMYL. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est depuis août 2018, Google a changé fondamentalement ses algorithmes et revient à quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus plus véritable en fait pour l'utilisateur. Et on va dire que ça a pris vraiment un tournant à 90 degrés. Avant, une stratégie de positionnement sur Internet, on pouvait faire par exemple un martelage de mots-clés, dire 50 fois le même mot-clé dans un article. On arrivait à ranker, on arrivait à sortir à des résultats sur les positionnements de recherche dans les premières positions, alors que maintenant, ce n'est plus possible. Donc ça, c'est dû à Google EAT. Ceux qui veulent creuser la question pourront aller chercher des infos là-dessus. Donc Google EAT et Google BERT, c'est un dernier algorithme qui a été mis en place récemment, qui en fait est un algorithme de détection du langage et va même essayer de comprendre les sentiments de la personne qui écrit un contenu sur son site internet. Donc c'est pour vous dire que ça va très très loin. La seule idée à comprendre là-dedans, c'est il y a un utilisateur qui existe, il se pose une question, Google veut répondre à la question d'une manière pertinente, sécuritaire, fiable. C'est son objectif. Et même si Google pouvait arriver à penser, enfin à savoir ce que vous allez penser comme question, eh ben, il le ferait. C'est ce qu'il fait en fait quand vous tapez, et la saisie prédictive, hein, le Google Suggest est de plus en plus précis. Quand vous tapez, commencez à taper un mot, même une lettre, vous avez déjà des propositions en fait de résultats. Donc, il anticipe de plus en plus en fait ce que vous recherchez et à quoi vous allez penser. Et même sur les assistants vocaux, et donc même si vous êtes connecté par exemple avec un Google Gmail, vous êtes pisté, hein, tout le monde le sait, vous êtes pisté, vous êtes traqué, Google enregistre votre activité et donc va vous proposer des contenus de plus en plus adaptés à vous en fait. Donc c'est bien sûr qu'il y a peut-être un truc commercial qui se dit bon ben ouais voilà ouais, Google est intrusif, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'objectif. C'est plutôt de vous connaître et de vous proposer en fait de gagner du temps finalement et d'arriver sur des résultats de recherche beaucoup plus fiables et beaucoup plus intéressants pour vous. Donc, ces algorithmes-là ont été recentrés finalement autour de l'utilisateur et donc vont vous servir finalement quelque part. Donc, EAT, ça veut dire expertise, autorité et trust. On pourrait décomposer ces onglets, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais expertise, donc il faut montrer votre expertise. Il faut montrer que vous êtes auteur
auteur aussi. C'est-à-dire, si vous avez écrit un livre, si vous participez à des conférences, si vous, donc, vous existez en tant qu'expert. Là, admettons, vous êtes restaurateur, il va falloir montrer patte blanche. Il va falloir montrer que vous connaissez vraiment votre cuisine, que vous maîtrisez votre sujet à fond, en fait. Et la partie trust, crédibilité, ça va être la partie aussi des avis clients qui vont revenir et qui vont dire, ouais, franchement, c'est super. Ce restaurateur est au top du top du top. Je le recommande. Et donc ça, c'est 3 pôles à travailler également. J'essaye d'avancer. Au centre de tout ça, la stratégie de contenu. Content is king, c'est une phrase qui a été dite par Bill Gates en 1996. Et encore aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. En 2020, le contenu est toujours roi, donc ROI, ça veut dire retour sur investissement. Je passe rapidement. En France, quelques chiffres aussi pour bien vous faire comprendre que finalement, Internet, c'est vraiment indispensable. En France, en janvier 2020, cette étude, vous aurez le lien où il y aura beaucoup plus de stats encore, on a 5h08 passées sur Internet pour les utilisateurs de 16-64 ans. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si vous ne voyez pas l'intérêt de la digitalisation de votre entreprise, regardez ces chiffres. C'est aussi simple que ça. Et en termes de contenu, donc on voit que les personnes cherchent du contenu de qualité et du contenu de différenciation. Donc, si vous êtes, on va dire, différent de votre concurrent, alors je vais cliquer, j'ai l'impression que ça bug un peu. Votre connexion Internet est instable. Voilà, vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien. Ok. Donc voilà, le facteur de différenciation, donc votre contenu doit être unique. C'est hyper important à retenir. Sans rentrer dans les détails, il doit être vraiment unique. Si vous faites du copier-coller, oubliez tout de suite votre positionnement, vous allez dégringoler. Il y a plein d'algorithmes qui sont là pour tracer ça. Et donc, on appelle ça duplicate content en langage technique. Et si vous faites du duplicate content, vous allez être pénalisé. Donc, vraiment, retenez ce schéma. Contenu unique, intéressant. Vous devez instruire, vous devez apporter des choses nouvelles à l'utilisateur. Et il doit être aussi divertissant. Donc, jouer aussi la carte peut-être de l'humour, du fun, du cool, ça doit être sympa, quoi. Pareil, petite vue. Ce que veulent les utilisateurs, je vous ai fait un listing aussi. Vous pouvez travailler autour de ces axes-là. Nouveauté, instruction, donc on rappelle sur le fait intéressant. Divertissant, émotion. N'hésitez pas à donner votre point de vue, à montrer votre caractère et à générer de la surprise autour de tout ce que vous faites. Et ensuite, grâce à tout ça, vous aurez finalement un bon contenu, vous aurez plus de trafic. Google vous donnera plus de visibilité, qui vous donnera plus de trafic, qui vous donnera plus de visibilité, qui vous donnera plus de trafic, etc., etc. C'est le cycle vertueux de Google. Et quand vous rentrez là-dedans, ça va aller assez vite. Voilà, je pense que j'ai fini ma partie. Je laisse la main à Léo. Et s'il y a des questions, je suis là. Oui, voilà, peut-être juste avant de passer à Léo, merci Fabien pour cette partie-là. Alors, il y a des questions autour de la création d'un site Internet. C'est-à-dire que le point de départ, c'est est-ce que c'est pertinent de créer un site Internet et pourquoi ça le serait? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux répondre par rapport à la création d'un site Internet? C'est souvent la question de l'outil qui revient. Ouais, bien sûr. Enfin, alors après, je vais pas vous dire non. Il faut pas créer un site internet, c'est totalement improbable. Il y a plein de raisons pourquoi c'est créer un site internet. Déjà, parce que Google en fait veut du contenu, veut quelque chose. Donc, si vous créez juste un Facebook. Ah, ça a coupé. On n'a plus Fabien.
On n'entend plus Fabien. Je ne sais pas si c'est moi ou… Non, on n'entend plus. Peut-être Christophe peut prendre la suite. Ouais, Fabien a dû être déconnecté. Oui, je peux reprendre la suite. Fabien J'ai été évoquait la… déco. Ah, Ça y est. J'ai été déco, c'est une petite coupure de connexion. Mais ouais, Christophe, enfin, je finis juste de dire ce Oh, passage. vas-y. Après, Christophe, je te laisse la main, mais ça peut être intéressant. Le fait de, voilà, les personnes, les concurrents ont un site internet, pardon, sont positionnés que sur Facebook, admettons, et ils n'ont pas de site internet. Bah, si vous avez un site internet, bah, forcément, vous existez plus que le concurrent qui a que sa petite page Facebook finalement. Et le site internet, c'est un gage de sécurité pour l'utilisateur, quoi. C'est quand même une entité à part entière. C'est vraiment vous. Puis après, vous avez aussi le total contrôle de votre lieu finalement, puisque votre site internet, vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez faire transpirer votre image de marque à travers un choix esthétique, etc. Alors que les réseaux sociaux, finalement, on est bloqué dans un moule que Facebook veut ou que Instagram veut ou que d'autres réseaux sociaux le veulent. Christophe, si tu veux aussi dire quelque chose à ce sujet, je pense que c'est Non, pas du tout. Je pense que tu as tout dit. Après, ça reste des stratégies complémentaires entre le site, les réseaux ça. sociaux, etc. Les places de marché, hein, parce qu'on pourrait l'évoquer également si on vend en ligne. Il y a un intérêt de croiser avec des places de marché. Donc, tout ça reste des canaux à privilégier et tous sont complémentaires pour au final avoir aussi ne pas dépendre, je pense, C'est ça. de certains trafics, de certains canaux. Si on fait demain que des places de marché, on peut être dépendant. Si on fait que des réseaux sociaux, c'est bien, mais aussi selon les algorithmes, on peut également perdre en acquisition ou en visibilité. Donc, je pense il faut jouer sur tous les leviers. On est conscient que ça prend beaucoup de temps, que c'est beaucoup d'investissement. Et puis après, il faut faire la part des choses et regarder un petit peu ce qui est le plus rentable. Quelles sont les stratégies d'acquisition qui vous amènent le plus de clients, des prospects qualifiés et où est-ce que vous arrivez le mieux à convertir, tout simplement. Merci Christophe. Il y a une question aussi sur vers qui s'orienter pour créer un site web. Et puis la notion de coût autour du site web, on voit bien que c'est de plus en plus fin en termes de référencement. Il faut que le contenu soit bon, etc. On a l'impression que c'est une affaire de professionnel, on va dire. C'est la question que je pose. Voilà. Ouais. Ben, ouais, alors tout à fait. C'est pas forcément. Alors, on peut trouver sur Internet des réponses sur Internet, enfin, créer son site en 2 minutes, machin, enfin, des trucs assez simplifiés, on va dire, des plateformes comme Wix ou des choses comme ça qui existent. Mais derrière, effectivement, il y a toute la partie stratégie, il y a toute la partie SEO, il y a toute la partie finalement qu'on voit pas, la partie technique aussi, qui est effectivement le ressort de professionnels, de chargés de référencement, des personnes qui sont vraiment spécifiques dans leur métier par rapport à tout ça. Et on se dit, bah, moi, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Alors moi, je pense qu'il y a une passerelle à jouer, le entre-deux, je pense, à un petit peu se former pour arriver finalement à contrôler un petit peu cet outil, pour après arriver à déléguer aussi à des prestataires externes qui sont vraiment pointus dans leur domaine, qui vont rajouter finalement des graines à votre édifice, des briques à votre édifice. Donc je pense qu'il faut un mix de tout ça. Et après, en termes de coûts, je pense qu'à l'heure actuelle, les coûts ont vraiment baissé en fait pour arriver à avoir un site internet qualitatif pour ensuite mettre un peu la main à la pâte. Je pense qu'il y a des micro-formations qui existent aussi, qui peuvent en quelques jours vous faire gagner un temps précieux et de l'argent finalement. Qui dit temps dit argent aussi, hein. Mais je pense qu'il y a des gains à jouer. Il faut être intelligent dans sa démarche, il faut être intelligent dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut. Et je pense qu'avec un minimum de formation et s'adresser à des professionnels, on va dire compétents et pas requins qui veulent apprendre à dire ouais, je vais vous faire un site pour 10 000 euros alors que vous avez genre 30 personnes dans votre restaurant. Ça, j'y crois pas, faites attention. Mais derrière, voilà, avec un minimum de formation, on arrive à s'en sortir. Ok, il y a une question également sur site ou blog ou un site blog. Une question précise, mais je ne sais pas si en termes de blog, est-ce que ça…
Alors, un blog, c'est un site. Ça fait partie d'un site internet. C'est juste un type, en fait, hein, de site internet. Alors, site ou blog, moi, je dirais les deux. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, je ne sais pas qui c'est qui pose la question, mais si c'est un restaurateur, admettons, blog, ça peut servir justement à propulser les événements, ça peut servir à écrire des articles sur, montrer des backstage, montrer comment on prépare avec amour sa tartelette aux framboises, je sais pas, avec du chocolat, je sais pas trop quoi. Je suis pas très bon à la restauration, mais ça Ça sert permet de à... raconter une histoire. C'est Ça peut ça, raconter une exactement. histoire. Exactement, merci Charlie, c'est ça. On va faire du storytelling, on va montrer, on va donner finalement aux personnes qui vont regarder, on va montrer qui on est, quoi. Et donc, oui, blog, il faut raconter, il faut être transparent. Google veut de la transparence, il veut qu'on montre vraiment qui on est et il vous récompensera pour ça. Ok, et on a une question qui vous est quand même quasiment destinée sur Google Business. Il y a Charlène qui dit je sors en 5e position. Comment pourrais-je remonter dans le listing de Google Business? Alors, il y a plein de critères qui font que tu vas remonter au niveau de Google Business. C'est pas simple, mais il peut avoir le site internet. Il peut y avoir, et moi je pense que c'est très très important, les avis Google. Si vis-à-vis d'un concurrent, on a plus d'avis Google, on sera positionné, on sera ranké sur la fiche GMB, donc Google My Business, plus haut qu'un autre concurrent. Mais il y a plein de facteurs. Après, on n'est pas dans l'algorithme, hein. Je ne peux pas vous dire s'il faut faire ça, sinon ce serait trop simple, tout le monde y arriverait. Mais on peut imaginer en tout cas que Google, étant donné tout ce qu'il a fait sur Google EAT, etc., voilà, si vous avez des avis clients Google qui tapent fort et que vous en avez plus que le concurrent, vous allez certainement ressortir en positionnement sur les fiches GMB. Ok, bon merci Fabien. On va passer du coup à la suite à la présentation de Léo. Concernant les réseaux sociaux, on avait une question aussi au tout début de Henri. Il peut pas être présent sur tous les réseaux sociaux, mais je pense que tu vas l'alimenter derrière, Léo. Il peut pas être présent sur tous les réseaux sociaux parce que c'est trop chronophage pour lui. Comment être lequel choisir pour être le plus pertinent et sachant qu'il est dans un domaine d'activité très particulier qui est la captation de données aériennes par drone. Mais bon, alors après, est-ce que ça joue le domaine d'activité? Voilà, donc c'est une des questions qui permet de passer du coup à la suite sur les outils concernant les réseaux sociaux. Tu peux prendre la main, Léo? Est-ce que tu as... Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous. Et bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour de vive voix. Moi, j'ai la main. Hop là. Ok, du coup, moi aujourd'hui, je vais présenter finalement la suite logique de tout ce ce qu'a présenté Fabien de l'Académie numérique sur, entre autres, la partie communication digitale et entre autres des choses qui nous tiennent à cœur chez Dynamique, à savoir les réseaux sociaux. Et du coup, je vais essayer de répondre aux différentes questions qu'on a déjà posées, que peut-être vous poserez par la suite. Donc, en une petite minute pour me présenter, donc moi je suis Léo, je suis le cofondateur et le CEO de Dynamique. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on développe une solution numérique qui permet de savoir quoi faire et où consommer dans sa vie. Donc ça, c'est notre première mission. Et on a une deuxième mission de conseil d'accompagnement pour du coup mettre en avant au mieux, et entre autres sur les réseaux sociaux, nos clients pour du coup être plus visibles sur Internet. L'idée, c'est de relier un maximum d'informations sur tous les supports numériques, et je vais en parler parce que c'est là où du coup la tâche se complexifie. C'est d'autant plus vrai pour des personnes qui ne sont pas dans le digital de manière quotidienne et de manière professionnelle. Et du coup, je vais faire un zoom sur tous les moyens aujourd'hui de communication digitale. Alors, ce n'est pas exhaustif parce qu'il y en a tellement qu'il me faudrait 5 ou une dizaine, enfin peut-être 5 ou 10 slides. Et j'ai essayé de mettre en avant tous les supports aujourd'hui principaux sur lesquels il est intéressant d'avoir de la présence. Donc évidemment les réseaux sociaux, je ferai un zoom particulier tout à l'heure.
Un site web, c'est une évidence. Je rejoins entièrement le fait, enfin, ce que disaient et Christophe et Fabien, avoir un site web est plus qu'important. Être présent sur les réseaux sociaux est aussi plus qu'important. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je ne suis pas sûr. Faire les deux, oui. Lequel prioriser, ça dépendra de votre situation. Donc, je vais essayer aussi de donner des cas d'exemple et des contextes particuliers que nous, on vit avec nos clients pour essayer de vous apporter un maximum de feedback. Donc, réseaux sociaux, site web, application mobile. En application mobile, je mets une petite parenthèse, un petit bémol, c'est que ça a été très, très, très à la mode ces 5 dernières années de dire je veux une application mobile, je veux une application mobile. C'est de moins en moins vrai pour 2 raisons. C'est qu'en fait, développer une application mobile est très, très, très cher. Autant faire un site, c'est des choses qu'on peut faire plus ou moins seul aujourd'hui. Et ce que disait Fabien est très juste, c'est créer un site en 2 minutes, c'est simple, l'alimenter et le référencer, c'est déjà tout de suite plus compliqué. Et les applications mobiles, en fait, développer une application mobile seule, c'est pas si simple que ça. Et la référencer encore moins, et en plus le distinguer, ça l'est encore moins. Donc, avoir une présence, avoir une application mobile, c'est quelque chose de bien, mais il y a la notion de coût et la notion de différenciation qui n'est pas forcément hyper évidente. Vous avez pas mal de moteurs de recherche. Alors, bon, j'ai mis PageOne parce que c'est vrai que c'est le moteur de recherche, on va dire, générique des entreprises qu'on connaît et qui existe depuis déjà pas mal d'années, mais vous avez pas mal de moteurs de recherche spécialisés. Vous avez travaux.com pour les professionnels des travaux, des artisans. Vous avez, bon, bien entendu, TripAdvisor que j'ai mis un peu plus bas à gauche pour la partie restaurateur. Vous avez pas mal de moteurs de recherche qui sont spécialisés et sur lesquels c'est intéressant d'être référencé pour gagner en référencement et donc en visibilité. Les campagnes SMS qu'il ne faut pas négliger pour 2 raisons. La première raison, c'est que vous avez un taux d'ouverture d'à peu près 96%. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que vous savez que quand vous envoyez un SMS, on vous lit, chose qui n'est pas forcément le cas quand vous envoyez un mail. Et par SMS, vous avez aussi un avantage, c'est que vous savez que pour capter une personne par SMS, il faut que le message soit très court. Et donc, ça vous impose d'une certaine façon, et j'y viendrai un petit peu plus tard sur la partie réseaux sociaux, à être un peu laconique, c'est-à-dire de faire passer un message court mais pertinent. Et ça, c'est un peu le défi aujourd'hui de tout le monde. C'est comment je peux être synthétique, comment je peux faire passer un message, et c'est ce que je vais essayer, en tout cas dans les quelques minutes qu'on a de présentation. C'est un peu le challenge qu'on a tous et qu'on se pose tous sur la partie communication, c'est comment je peux faire passer un message court en un minimum de mots, mais qui est assez pertinent pour le comprendre et qui est assez pertinent pour du coup capter une audience. La partie mail, bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde la connaît. Ça a plein d'avantages, c'est que ce n'est pas très cher. Ça a plein d'avantages, c'est que du coup, vous pouvez envoyer en masse beaucoup de mails à pas mal de personnes. Ça a un inconvénient, c'est que du coup, vous n'êtes pas le seul à le faire. Ça a un deuxième inconvénient, c'est que vous n'avez pas un taux d'ouverture qui est forcément très, très important. Et puis, ça demande aussi du temps pour envoyer un listing mail. Un autre aspect qui est assez important sur la partie communication digitale, qui arrive de plus en plus en force, qui était très plébiscité par les grosses entreprises jusqu'à maintenant et qui commence à se démocratiser même pour les petites entreprises. Donc, c'est la notion de chatbot. Il faut comprendre derrière ça un agent virtuel. Donc, chatbot, c'est la contraction de chat et robot. Donc, en gros, c'est comment je peux communiquer et comment je peux interagir avec un client de manière automatisée à travers un agent virtuel qu'on appelle un petit chatbot. C'est ce que vous voyez de plus en plus sur Messenger, qui est donc l'outil conversationnel de Facebook. Vous écrivez en fait à un robot qui vous répond automatiquement par rapport à des questions. Vous l'avez aussi pas mal vous avez aussi pas mal de chatbots sur maintenant les sites web. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça vous permet de traiter de la demande en temps réel, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur des sujets assez génériques. Et quand c'est du spécifique, là, à ce moment-là, pourquoi pas renvoyer vers un agent physique, enfin, un agent virtuel, mais un humain, quoi. Donc voilà, la notion de chatbot n'est pas négligée. La notion de journaux, alors le journal papier, j'y crois de moins en moins, mais quoi qu'il en soit, la présence sur des journaux numériques,
sont quand même importants, et d'autant plus quand c'est des journaux spécialisés. Donc là, il y en a un paquet. Et plein d'autres solutions de communication digitale qu'on peut envisager. Donc, bon, tout à l'heure, vous parliez de Google My Business, ça c'est une évidence. Être référencé auprès de Google, c'est hyper important. Vous avez des agences spécialisées qui font du retargeting publicitaire par rapport à votre secteur d'activité. Et vous avez aussi pas mal d'autres alternatives, comme notamment le geofencing, qu'on voit arriver de plus en plus, qui envoie en fait des pushs sur votre téléphone par rapport à une géolocalisation. Donc, c'est des petites balises Bluetooth qui vous envoient de l'information sur votre téléphone quand vous arrivez à proximité d'un magasin ou à proximité d'une entreprise qui fait appel à ce genre de technologie. Donc, j'ai essayé de lister les principaux types de canaux de communication digitaux qu'on peut retrouver. Il y en a encore plein d'autres. Mais déjà, si vous êtes présent sur cela, c'est déjà un grand pas et vous ferez peut-être sans doute plus d'activité et aussi plus de visibilité et plus de référencement. Alors, je vois qu'il y a une question sur « Je n'ai pas de site internet, merci ». Alors, justement, je vais faire un zoom là particulier sur la partie réseaux sociaux. Et là, vous allez voir que l'affaire n'est pas mince. Je vais commencer par quelques chiffres qui sont assez impressionnants. J'ai fait un focus sur la partie française, mais les rapports de proportionnalité sont les mêmes à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, on a à peu près 67 millions en France. Vous avez 2 Français sur 3 qui sont présents quotidiennement sur Internet. Donc on est aujourd'hui à peu près 20 participants. Bon, alors on est là pour le coup, on est tous connectés. Mais voilà, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 45 millions d'internautes qui se connectent quotidiennement sur Internet. Et parmi ces 45 millions d'internautes, vous en avez plus de 3/4, presque 80%, qui sont présents sur les réseaux sociaux, quels que soient-ils, et qui passent en moyenne 1h30 de leur temps sur les réseaux sociaux. Donc, quand on voit ces statistiques, pour moi, c'est une évidence certaine d'être présent et d'utiliser les réseaux sociaux comme un canal de communication certain. Et je complète par une autre statistique aussi qui est importante, c'est que aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite, 7 ventes sur 10 ont abouti parce qu'en amont, il y avait des recherches sur Internet qui avaient été faites. Et en l'occurrence, des recherches sur le téléphone. Donc, je rejoins aussi Fabien tout à l'heure qui parlait de la notion de mobile first. Mais que voilà, vous ayez un commerce plus traditionnel, donc une boutique physique. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, 7 fois sur 10, quand vous faites des ventes, vous savez que la personne en amont a fait une recherche sur Internet, soit pour comparer des prix, soit pour connaître les caractéristiques. Et quand elle arrive déjà en magasin, elle a une idée de ce qu'elle veut acheter, elle a une idée de combien elle va consommer, elle a une idée des caractéristiques. Donc, c'est là où l'humain va être hyper important pour du coup faire la différence avec le côté purement virtuel. Et je vais essayer du coup petit à petit de répondre à la question qui avait été posée par Henri sur quel réseau social il faut que je sois présent. Alors il n'y a pas de réponse parfaite malheureusement, mais il y a des tendances qu'on peut imaginer. Donc là j'ai essayé de vous mettre une liste des principaux réseaux sociaux qui existent à travers le monde. Je ne pourrais même pas vous dire combien de réseaux sociaux il y a. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à minima 100 réseaux sociaux, ça je peux vous le garantir. Chacun est spécialisé dans son propre domaine. Il y a bien entendu des gros mastodontes comme Facebook ou Instagram qu'on connaît qui ont pris des énormes parts de marché. Mais en fait, vous avez aussi plein de réseaux sociaux spécialisés et très focalisés sur des cibles particulières. Donc bon, Facebook qui va être plutôt le réseau social du peuple au sens noble du terme, Instagram qui va plutôt avoir une approche plus photo et mise en avant d'une histoire de façon imagée ou en vidéo, Twitter qui va plutôt être un réseau social qui pour moi aussi, et je reviens sur le côté SMS, donc le côté laconique, c'est que Twitter impose un nombre de caractères dans ses posts et donc d'une certaine façon va vous imposer à faire ce qu'on appelle du snack content. C'est du contenu court mais pertinent. Moi j'aime bien faire le parallèle avec un Mars. C'est petit mais c'est goûtu et c'est bon qui fait qu'on a envie de le reconsommer par la suite. C'est un peu ça le snack content, c'est que vous envoyez du contenu court mais qui est assez pertinent pour du coup
gagner en référencement. Pourquoi? Parce que vous gagnez en fidélité de vos internautes qui vont vous suivre. Vous avez bien entendu l'incontournable LinkedIn, qui malheureusement, ici, dans notre département, n'est pas forcément ultra utilisé, alors que c'est un super réseau social pour réseauter. Que d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas forcément de compte LinkedIn, à être présents. Vous avez un réseau social qui est apparu il y a quelques temps et qui a fait une montée en puissance, notamment pendant le confinement, qui est TikTok. Je pense que vous avez tous vu les noms de vidéos qui ont été faites par pas mal de gens qui essaient de se divertir pendant le confinement. Donc TikTok est un réseau social de plus en plus à être présent dessus. Parce que en fait, vous avez un nombre d'utilisateurs qui est assez impressionnant. Je viendrai par la suite sur le côté statistique d'utilisateurs actifs par mois. Et après, voilà, j'ai essayé de mettre pas mal d'autres réseaux spécialisés, Pinterest pour la partie image, Medium pour la partie écrivain, Deezer pour la partie réseau social musique, TripAdvisor pour la partie restaurateur évidemment, Twitch qui est de plus en plus plébiscité pour la partie gaming, donc jeux vidéo mais pas que. Et en plus, il y a une cible de pas mal de jeunes. Bon, j'ai mis d'autres réseaux sociaux comme Tinder pour la partie rencontre. Tout ça pour vous dire que vous avez des réseaux sociaux génériques, mais aussi des réseaux sociaux spécialisés. Donc, pour donner un premier élément de réponse à Henri, j'ai envie de dire, être présent sur des réseaux sociaux très globaux, très macroscopiques, oui, il faut l'être, Facebook à minima. Et aussi après faire le choix et faire un parti pris d'un réseau social plus spécialisé. Et je suis certain que typiquement pour l'ingénierie en captation de données aériennes par drone, je suis certain qu'il y a des réseaux sociaux spécialisés rien que pour ça, ou en tout cas qui se rapprochent. Donc voilà pour l'aspect réseaux sociaux aujourd'hui, pour vous donner des utilisateurs actifs qui sont assez incroyables. Vous avez donc presque 3 milliards de personnes aujourd'hui qui sont connectées sur Facebook. Donc, pour vous donner une statistique mondiale, il y a 7,7 milliards d'habitants. Vous avez la moitié aujourd'hui dans le monde qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, oui, à 200%, c'est des chiffres qui prouvent à quel point il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que vous avez une volumétrie que vous ne pouvez pas forcément retrouver par ailleurs et vous avez aussi un retour sur investissement, et on y viendra un petit peu par la suite, presque certain au vu de la volumétrie et au vu peut-être aussi de la qualité de contenu que vous allez pouvoir rédiger, qui va vous permettre de vous différencier et donc d'être mieux référencé. Et là aussi, l'approche qu'il faut avoir, c'est ne pensez pas qu'être présent sur un réseau social qui a beaucoup d'utilisateurs va forcément vous faire monter en référencement tout de suite. Moi, je reste persuadé que vaut mieux utiliser un réseau social adapté à vous, adapté à votre cible, adapté du coup forcément à votre clientèle, même si le réseau social a peut-être moins d'utilisateurs actifs, mais vous savez que vous allez avoir des utilisateurs beaucoup plus ciblés par rapport à votre produit ou vos services que vous proposez. Donc, globalement, l'approche macroscopique est hyper intéressante parce que vous touchez du volume, mais l'approche microscopique doit être beaucoup plus ciblée, beaucoup plus qualifiée, parce que les gens avec qui vous allez interagir sont des gens qui sont intéressés pour consommer chez vous à la seule condition, c'est qu'ils comprennent clairement que vous êtes un expert du domaine. Et donc, c'est là où vraiment le côté je maîtrise ma cam et je maîtrise mon produit, je maîtrise mes services doit intervenir dans du coup la qualité des contenus que vous allez pouvoir rédiger. Alors, j'essaie de passer à l'autre statistique. Voilà, ça me permet du coup d'aboutir sur la partie conseil. Je ne sais pas si je suis dans les temps, Charlie. Voilà. Après, on a pris un peu de temps aussi sur les questions pendant la première partie. Donc, mais effectivement, on peut essayer d'avancer un petit peu sur l'essentiel, peut-être, Léo. Ouais. Passer un peu plus de temps aux questions, si toutefois. Ok. Donc, globalement, de toute façon, il me reste 2-3 slides très rapides. Les quelques conseils, alors il y en a pas mal, mais j'essaie de cibler les 4 principaux conseils à garder dans un petit coin de sa tête.
la première chose, et ça, c'est pas forcément valable que pour Internet, c'est valable pour tout business, c'est cibler votre clientèle et éviter le paradigme de dire je veux cibler tout le monde, parce qu'en fait, ça marche pas. Essayer vraiment de construire ce qu'on appelle un personae. Donc, finalement, est-ce que je vais essayer de toucher plutôt la mamie du coin qui va être intéressée par ce produit ou ce service, ou plutôt le jeune de 16 ans qui pourrait être intéressé par ceci ou par cela? Est-ce que c'est plutôt une femme? Est-ce que c'est plutôt un homme? Est-ce que c'est plutôt un sportif? Essayez vraiment de cibler de manière très microscopique et très précise votre clientèle. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir du coup définir un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux adaptés. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à créer du contenu qualifié et pertinent. Je ferai tout à l'heure du coup justement un zoom sur la partie contenu qualifié et pertinent. Dans tous les cas, le paradigme des réseaux sociaux, il est très simple. C'est d'ailleurs plus qu'un paradigme, c'est un postulat. C'est la notion de fréquence et la notion de régularité. Votre communication, vos interactions et votre pertinence, et donc du coup, a fortiori votre référencement, ne fonctionnera que si vous êtes régulier dans la création de vos contenus. Donc, imaginez que juste créer une page Facebook ou avoir un compte Insta, c'est suffisant. Non. Et ça, je l'affirme et je le confirme. Ça ne marche que si vous avez une page Facebook ou un compte Insta ou d'autres réseaux sociaux et qu'en plus de ça, vous vous y tenez régulièrement et que vous créez des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires, peu importe, ou mensuels, avec du coup vos abonnés. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et dans la notion du coup de contenu, et là, pour le coup, nous, c'est ce qu'on aime faire chez Dynamique. C'est dans un premier temps choisir des thématiques de communication. Là, c'est un exercice qui n'est pas toujours très simple parce que très souvent, et pour la plupart d'entre vous, j'en suis certain, vous êtes des passionnés de ce que vous faites et faire un zoom sur une partie de votre passion, ce n'est pas toujours le plus évident parce que en fait, vous avez envie de parler de tout, ce qui est normal. Mais il va falloir aussi faire un parti pris sur ce sur quoi vous souhaitez communiquer pour éviter de perdre vos abonnés. Ça, c'est le premier point. Et on abordera le sujet aussi avec Mathieu. Je rebondis juste là-dessus, Léo. Du coup, il y a Mathieu aussi qui nous présentera ce volet-là, effectivement, de manière concrète. Donc voilà, en plus, Mathieu complétera, donc c'est très bien. Définissez plutôt des images ou des vidéos de bonne qualité. Moi, je vois passer malheureusement trop de posts avec juste des textes. Chose à bannir pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, ça ne donne pas envie de lire que du texte. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux l'ont compris dans leur algorithme. Facebook officiellement l'annonce, une vidéo est 7 fois plus consultée qu'une publication qui a une vidéo ou une image est 7 fois plus consultée qu'une publication avec seulement que du texte. Donc mécaniquement, en fait, pourquoi c'est mieux référencé? Parce qu'ils savent que s'il y a une vidéo ou un texte, c'est plus vu. Donc mécaniquement, les publications quand il y a un post ou une vidéo sont mieux mises en avant. Donc, définissez une image ou une vidéo et en plus de bonne qualité. Là, c'est hyper important. Pas tant pour le côté référencement, mais pour le côté gage de qualité que vous allez apporter et gage de crédibilité que vous allez accorder, enfin que vos clients, vos abonnés vont vous accorder. Sortez votre meilleure plume. Alors, n'y voyez pas un message de Molière ou de Voltaire. Je suis conscient que ce n'est pas forcément hyper évident pour tous. On n'a pas forcément une âme d'écrivain. Mais soyez hyper vigilants sur les fautes d'orthographe. Ça peut paraître bête ce que je dis, ça peut paraître même très scolaire, mais malheureusement, on voit passer encore beaucoup de posts qui ont des fautes d'orthographe et ça peut vous décrédibiliser, et ça vous décrédibilise même. Et en plus, il y a des gens qui ont un malin plaisir de commenter très souvent sur il y a des fautes d'orthographe et faire un peu le maître d'école. Et je reconnais que modérer ce genre de choses n'est pas forcément hyper sympa. Donc, si vous pouvez éviter de le faire, c'est pas mal en amont penser à se relire. Éviter les pavés. Là aussi, on voit malheureusement trop d'articles qui font une cinquantaine de lignes qui sont illisibles, où il n'y a pas d'espace entre les lignes, où il n'y a pas de virgule, où pour le lire, il faut qu'on soit Champollion. Donc, essayez vraiment de bien structurer, de bien synthétiser vos articles. C'est là où je reviens un peu sur la notion de snack content, qui est hyper importante. Et là aussi, je rejoins Fabien à ce niveau-là, et Google l'a très bien compris, c'est le côté fun. On aime lire des articles s'il y a le côté émotion, s'il y a le côté sympa, s'il y a le côté friendly. Donc, essayez vraiment de faire ressortir ce côté-là à travers vos articles. Et le plus important dans tout ça,
enfin en tout cas un des piliers les plus importants, c'est la notion de modération. Et il ne faut pas croire que la notion de modération, c'est seulement que les commentaires négatifs. Oui, évidemment, les commentaires négatifs, il faut y répondre pour comprendre pourquoi ils sont négatifs et du coup essayer de s'améliorer. C'est un peu la notion de feedback. Il y a pas mal d'entreprises et en l'occurrence L'Oréal qui est assez preneuse de ce genre de choses. C'est feedback, elle dit souvent feedback is a gift, donc donner du retour d'expérience c'est un cadeau, donc chercher du retour d'expérience de vos clients est hyper important. Quand il est négatif, il va être important, ça va vous permettre de vous améliorer. Quand il est positif, ben, ça permet aussi de remercier. Donc tout ça pour dire que quand on vous commente, que ça soit pour un positif ou du négatif, modérez, dites un merci ou essayez de comprendre pourquoi il est négatif, mais dans tous les cas, commentez, modérez, ne laissez jamais un commentaire vide. Et dernier point, je termine sur cette slide-là, si elle veut bien passer à la slide suivante. Hop là. Donc, l'équation ou une des équations du succès, c'est imaginer avoir un produit et un service de qualité, plus une communication qualifiée, une communication ciblée, avec une notion d'écoute et de proximité, a priori, devrait vous faire aboutir à un business plutôt florissant. Et je conclue sur une phrase, moi, qui me tient à cœur, et c'est celle qui m'anime tous les jours. Elle n'est pas de moi, la phrase, elle est du patron de Microsoft France, qui est une personne que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux où il fait pas mal de podcasts. Et il y a une phrase que je trouve géniale qui dit qu'une entreprise ne vend pas des produits, elle vend des valeurs. Typiquement, le cas du restaurateur est un bon exemple. Très souvent, on retrouve dans les cartes la notion d'entrecôte frites. Pourquoi on va plus manger l'entrecôte frites chez un restaurateur A que chez un restaurateur B? C'est en fait pas pour forcément le produit, mais plutôt pour les valeurs derrière que vous allez proposer, c'est-à-dire la notion de service que vous y allez accorder, la notion de communication que vous allez du coup vendre derrière le produit et derrière le service. Et donc, garder ça à l'esprit, c'est ce qui va faire votre valeur ajoutée. C'est vraiment le côté valeur et le côté message que vous allez diffuser bien au-delà des produits que vous pouvez proposer. Merci Léo. Du coup, on n'avait pas forcément de questions sur cette partie-là, mais on pourra les aborder sur les questions plus générales. Il y aura peut-être des choses qui vont venir aussi avec la présentation de Mathieu. Du coup, étant donné qu'à la Fabrique à Entreprendre, on propose des rencontres, je dois m'inscrire sur Tinder, c'est ça? Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais je ne sais pas si on peut avoir un compte professionnel Tinder. Bon, à voir. Bon, merci. On en discutera tranquillement, Léo, du coup, voir si c'est pertinent ou pas d'avoir un compte. On va passer à la présentation de Mathieu. Alors, est-ce que j'ai encore la main sur le document? Voilà, nickel. Donc, on va passer au témoignage. En plus, Léo a fait la transition avec l'entrecôte frites, donc le témoignage du restaurateur. Zoom, donc, du coup, effectivement, sur la restauration, sur le à emporter et ce qu'a pu faire Mathieu. On va aborder plusieurs sujets, mais peut-être déjà, Mathieu, tu peux te présenter un petit peu, présenter un peu ton restaurant, ta cuisine, et puis après, on avance sur les questions. Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle, hein, toujours sur l'onglet Converser. On abordera les questions tout à l'heure. Oui. C'est bon. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Bonneau. Donc j'ai 2 établissements. On a, avec ma mère, repris il y a 3 ans un hôtel à Saint-les-Alpes qui est plutôt saisonnier. Et depuis 1 an, on a repris un nouveau restaurant à Digne, qui est donc l'Auberge, qui est situé au-dessus de la place Générale de Gaulle. Donc c'est 2 affaires qui sont complètement différentes. L'Auberge, qui est une affaire qui travaille totalement à l'année, avec une clientèle de Dinois et de locaux. Et l'hôtel là-haut, qui est plus basé sur une clientèle saisonnière, où on travaille principalement pendant les périodes de vacances scolaires ou pour des groupes ou pour des mariages, etc. Donc on fait, sur les 2 établissements, on fait une restauration un peu, alors on va pas dire haut de gamme, mais un peu,
on est sur du semi-gastronomique, mais j'en reviendrai après parce que grâce au confinement, on est en train de changer complètement une dynamique qu'on a sur l'hôtel à Seine-les-Alpes. Et donc, depuis le confinement, donc le 14 mars, on nous a fait fermer. Et donc, j'ai mis en place, au bout de 4-5 jours, de la vente à emporter et de la livraison, mais principalement de la livraison. Voilà. Donc, on a développé cette activité dès le début du confinement. On a commencé la première semaine pour les plateaux repas avec une carte qui finalement correspondait au type de restauration habituelle qu'on fait habituellement. Et finalement, on s'est tourné une semaine après, on s'est tourné aussi vers le burger parce qu'on a un peu réfléchi aussi à ce que le client voulait. Et finalement, le client veut du burger. Ça s'est bien vendu. Donc, on a mis en place un système de livraison. Donc, on a d'abord créé une attraction. Donc, on a créé une charte graphique. On a complètement réouvert un nouveau restaurant. En fait, c'est comme si on avait créé un nouveau restaurant à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on a créé une nouvelle charte graphique. D'ailleurs, moi, pour l'auberge, j'ai rajouté l'auberge qui fait tout. Donc, pour le petit rapprochement avec le fait tout, le plat en cuisine, en cocotte, etc. On a toujours choisi les mêmes pictogrammes, donc que ce soit pour les burgers, pour les plateaux repas. Chaque semaine, on a mené une nouvelle carte. Tous les dimanches matins, j'ai publié une nouvelle carte avec 4 nouveaux burgers. On a aussi 4 choix de frites, des frites au cheddar, des frites au thym, etc. On essaie vraiment d'élargir la gamme sur le burger et même jusqu'aux frites pour que le client puisse choisir même ce qu'il veut avec les frites, quoi. Il peut ajouter son cheddar, il peut ajouter du thym, il peut ajouter du paprika. On met aussi beaucoup en avant tout ce qui est producteurs locaux parce que moi, je suis maître restaurateur depuis 2 ans et ça fait partie aussi de la charte des maîtres restaurateurs et c'est quelque chose qui marche aussi vis-à-vis des clients et vis-à-vis du consommateur, de montrer qu'on travaille avec des producteurs locaux, qu'on fait travailler l'économie locale, etc. Donc ensuite, on a aussi créé, j'ai essayé un peu de donner à ces burgers, garder l'image de l'auberge ou du vieux tilleul à Seine-les-Alpes en gardant en fait cette image un peu de la cuisine un peu revisitée, etc. Mais sur les burgers, en apportant des goûts différents, des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger, de goûter, etc. à la maison, pour que le client se dise bon, ben, celui-là, il faut qu'on l'essaye parce que ben, celui-là, on l'a jamais mangé. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui a fait aussi que chaque semaine, on arrive à garder une clientèle parce que moi, tous les mardis, par exemple, le mardi soir, dès qu'on réouvre, c'est vrai qu'on se fait ouvrir parce que ben, les clients habituels, en fait, ont pris une habitude, c'est que le mardi soir, ben, ils goûtent les burgers. Et ça a créé une certaine un retour client chaque semaine. Et grâce à ça, grâce vraiment à ce changement de carte, etc. Donc, l'outil que vous avez utilisé, Mathieu, là, sur la première, on va dire sur la première partie du confinement, c'était plutôt les réseaux sociaux avec une stratégie, voilà, Facebook avec une stratégie autour des réseaux sociaux et une communication régulière. C'est ce que tu exprimes. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, tous les jours, alors c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant. Je me suis vachement forcé, hein, on va dire, à publier tous les jours sur les réseaux sociaux, mettre des stories sur Instagram, sur Facebook, montrer des préparations, montrer quand je suis en train de faire une sorte, ajouter les cartes, enfin plein de choses comme ça qui permettent aux clients de voir un peu ce qu'on fait, etc. Et les stories servent pas mal à ça en fait, parce que finalement, on ne peut pas publier 20 choses sur Facebook toute la journée. Et finalement, la story, ça permet aux clients de voir ce qu'on fait sans en avoir trop sur leur fil d'actualité. Ensuite, on a aussi essayé de s'intéresser à la clientèle. On a fait quelques actions, donc on a mené quelques actions sur Facebook, hein, toujours, avec des jeux concours, en demandant aux clients qu'est-ce qu'ils voulaient dans le burger. J'ai fait une semaine,
j'ai fait choisir sur les 8 semaines, on va dire, de confinement, je leur ai fait choisir en fait les 4 burgers qu'ils avaient préférés. Et donc la semaine dernière, j'ai fait une carte vraiment avec les 4 burgers qu'ils voulaient avoir dans la carte. Et c'est vrai que c'est une semaine qui a très bien marché parce que finalement, tous ceux qui avaient aimé certains burgers en ont recommandé cette semaine-là. C'est un peu le même principe qu'à McDo quand on remet, alors c'est pas un exemple, mais c'est un peu le même principe qu'à McDo quand ils remettent un burger qui était pas là depuis 2-3 mois et que quand ils le remettent, on se dit, ah bah tiens, celui-là, je l'ai bien aimé. C'est exactement le même principe. Et c'est vrai que la semaine dernière a vachement bien marché parce que le fait d'avoir aimé ce burger et de l'avoir choisi, ben, on s'est intéressé à eux et puis finalement, ben, ils nous le rendent. Ils nous le rendent pas mal. Donc après, on a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est visuel. Moi, je me suis amusé à faire des montages sur TikTok, justement, comme il en parlait Léo. C'est vrai que c'est un outil qui est quand même avec lequel on arrive à faire des belles vidéos, même pour la restauration, même pour de l'emporter, où je montrais des montages de burgers avec la musique, etc. Ça fait des vidéos qui sont quand même vachement attractives. Toujours des photos de qualité. Oui. T'as eu des retours là-dessus, Mathieu, parce que c'est vrai que c'est particulier TikTok. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais un TikTok sur un burger, alors je le fais pas, j'ai pas trop le temps de le faire non plus tous les jours, mais quand j'en fais un, c'est vrai que la vente de ce burger s'accélère. Le soir ou dans l'après-midi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de commandes pour ce burger que pour les autres parce que ils l'ont vu, ils ont vu comment c'était fait, qu'est-ce qu'il y avait dedans, la sauce, et puis on essaye de donner un peu des choses un peu alléchantes. On fait couler la sauce, on fait avec le petit montage, etc. Et c'est vrai que ça accélère aussi un petit peu la vente. Alors, c'est vrai que, alors on le publie sur TikTok. Sur TikTok, on n'a pas forcément cette visibilité, mais je la republie moi tout de suite sur mes réseaux sociaux, en story, sur Facebook, Instagram. Et c'est vrai que c'est des vidéos qui marchent plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'est surtout sur la partie s'intéresser. Sur les réseaux sociaux, est-ce tu voulais aborder autre chose? Non, j'ai fini sur les réseaux sociaux. Après, je voulais parler surtout de la fidélisation. Moi, j'ai mis en place. Alors, moi, je reçois les appels sur mon téléphone portable parce qu'on n'a pas eu le temps on n'a pas forcément eu le temps de se mettre en place sur un standard, etc. Enfin, faire quelque chose, du coup, dans la rapidité, je l'ai fait sur le téléphone et finalement, le téléphone, c'est resté un bon outil parce que moi, j'ai mis quelque chose en place. C'est quand le client m'appelle sur mon portable, je note l'adresse, je note son nom, même après une première réservation. La deuxième fois, le client n'a pas besoin de me dire alors voilà, je suis à telle adresse, etc. Je réponds au téléphone en disant oui, donc j'ai votre adresse, etc. Et ça, c'est quand même, on essaye d'apporter quand même une marque de fidélisation, on va dire, parce que le client pense qu'on se rappelle de lui, etc. quoi. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Moi, je sais que plusieurs fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais vous avez déjà mon adresse, ah, ben c'est super, c'est bien, j'ai pas besoin de réexpliquer, etc. » Et bon, alors après, évidemment, c'est moi qui fais les livraisons aussi, parce que j'ai gardé un de mes employés qui me fait les burgers et moi, je m'occupe des livraisons. Et c'est vrai que j'ai aussi gardé ce contact avec la clientèle et j'ai aussi conservé en fait le contact parce que j'ai récupéré beaucoup de clients habituels de mon restaurant et je les vois justement dans les livraisons où je pourrais ne pas les reconnaître par téléphone et quand je les vois en direct, je dis ah oui tiens comment ça va, on discute ensemble, etc. Et c'est vrai que eux ça leur plaît aussi. Et puis nous ça nous fait garder un contact client. Mais grâce au burger, on a aussi développé une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas avant, justement grâce aux réseaux sociaux. On a développé, alors surtout sur Seine-les-Alpes, où justement on va changer le concept de restauration. On va passer justement sur un concept de restauration type burger, un peu plus américanisé, on va dire, avec des burgers, toujours dans le même concept de la livraison qu'on fait aujourd'hui. Mais on a remarqué aujourd'hui que grâce à finalement, grâce au confinement, on a réussi à toucher une clientèle qu'on ne pouvait pas toucher avant. C'est-à-dire pour nous, par exemple, les Sénois, c'était compliqué à les toucher, à travailler avec eux, à les faire venir régulièrement au restaurant. Là, aujourd'hui, on arrive à trouver on arrive à avoir une régularité dans les commandes. Alors, ils commandent sur le site internet, grâce à Facebook, et c'est vrai que ça a créé quand même une nouvelle clientèle.
Ok. Voilà. Après, on a essayé aussi de se donner une image de marque. Alors, j'ai mené plusieurs actions. On a offert beaucoup de plateaux repas pour les hôpitaux, pour les pompiers, à la gendarmerie. On a fait beaucoup d'actions. On l'a fait aussi avec un autre restaurateur en partenariat, etc. Et justement, ben, le jour avant ma réouverture, je suis allé offrir donc des plateaux. On a offert, j'ai fait à peu près 100-150 plateaux repas qu'on a offert sur le bassin sénois, dinois et cisteronais. Et en le publiant sur les réseaux sociaux, je pense il me semble hein, que c'est une des meilleures publications qu'on a eues depuis le début, parce qu'on a drainé, je pense qu'on a gagné 150 et quelques abonnés en même pas une journée. En même pas une journée. Donc ensuite, après, au fur et à mesure du confinement, on a créé un site internet qui a apporté aussi pas mal de ventes, qui aujourd'hui représente presque un tiers du chiffre d'affaires, qui est déjà pas mal hein, au bout de 3-4 semaines de création. On a mis, donc c'est très facile, hein, moi je le fais moi-même, c'est super facile à s'en servir, mettre à jour des données, moi tous les samedis soirs quand je rentre de mon service, je mets à jour mes burgers, et dès le dimanche matin, les clients peuvent commander pour le mercredi. C'est très facile. On a gardé aussi les mêmes pictogrammes qu'on utilise sur les burgers, sur les cartes de burgers, etc. Et ensuite, on a ajouté, pour finir, parce qu'il y avait un peu d'incohérence, les personnes me rappelaient « Ah, mais j'ai pas réussi à payer, etc. » Donc, on a rajouté en fait le système de paiement à distance par PayPal. Donc, là, maintenant, aujourd'hui, le site c'est un site de vente. On a créé ce site de vente où c'est très facile. Les gens commandent, les clients commandent. Moi, je reçois un mail avec la commande. C'est très facile. Et justement, c'est encore plus facile parce qu'on a la commande sous les yeux. Et le client connaît déjà le prix qu'il va payer. Il a peut-être déjà payé. Donc, il se dit, bon, ben, il n'a plus qu'à me déposer le plateau ou le burger et on est tranquille. Il y a un vrai système de panier, etc. On peut cliquer sur les produits, Oui, ça rentre dans le panier, et puis ensuite il y a la solution effectivement du PayPal si on le souhaite, ou du paiement au moment de la livraison. Donc voilà, c'est très facile. Quoi. Oui. Ben, on a fait vraiment plusieurs. On a une partie burger, un onglet boisson, etc. Et puis on a rajouté aussi par exemple, quand on clique sur un burger, on a rajouté aussi de la vente additionnelle en dessous avec la boisson, les frites, tout ce qui est, oui, voilà, boisson, frites, dessert, pour vraiment créer de la vente additionnelle. Et aujourd'hui, on le voit parce que des fois, alors moi je me rends compte personnellement parce que comme c'est moi qui le fais, je sais à peu près les ventes additionnelles qui sont sur chaque burger, etc. Je vois par exemple, ils vont me commander un burger, à côté il va pas y avoir forcément la frite, mais il va y avoir le dessert et la boisson. Et ça crée quand même une vente additionnelle. Voilà. Et pour le site internet, en discutant avec toi, tu es passé par une entreprise qui te l'a créé. Je suis passé par Oyopi à Digne, oui. C'est Oyopi on a toujours travaillé avec eux depuis le début. Et Oyopi, ils ont été très très efficaces parce qu'ils nous l'ont fait en presque 5 jours. 5 jours, oui. Et c'est vrai que ça a créé quelque chose. Et puis, ils ont déjà notre charte graphique, ils ont déjà tout ce qu'on utilise. Et c'est vrai que Oyopi ont été très, très efficaces. Voilà. Ensuite, sur la réorganisation du restaurant et des équipes. Sur la réorganisation, moi, j'ai plus qu'une personne dans le restaurant. Donc, j'ai mon second de cuisine qui reste avec moi, qui a jamais arrêté, en fait. Hein. Je l'ai gardé dès le début. Il s'est juste arrêté le temps qu'on ferme. Et donc, le matin, on produit ensemble. Le midi ou le soir, à partir de midi, je pars livrer. Lui continue à me produire les burgers. On n'est que 2, mais ça suffit largement. On a mis une vraie organisation en place, autant au niveau hygiène et autant au niveau facilité de mise en place. On a créé plusieurs facilités pour que lui puisse les faire seul, sans avoir besoin d'être plusieurs, sans avoir besoin d'être 15 dans la cuisine. Au contraire, seul, on arrive à sortir à 2 avec la livraison
à sortir entre 60 et 100 burgers par soir. Donc, ça reste quand même une facilité et ça, on arrive à faire pas mal de choses, quoi. Et alors au début, on le faisait, c'est nous qui produisions à Digne pour Seine. Aujourd'hui, Seine a été repris directement par Seine. Et donc, on gagne encore plus de temps parce qu'on perd moins de temps sur les livraisons, etc. Et aujourd'hui, il y a une vraie alchimie, quoi. Il y a une vraie alchimie. Et donc, j'ai toujours une employée au chômage partiel qui est ma serveuse et qui, je pense, si on a le droit de les garder, le restera. Et je vais vraiment me réorganiser pour la réouverture sur une nouvelle, sur vraiment une nouvelle restauration. Parce que de toute façon, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir le droit de faire. Rien n'a été confirmé par le gouvernement. On ne sait toujours pas si on va rouvrir le 2 juin ou pas. Et finalement, moi, mon second de cuisine, qui lui est aussi très à l'aise en salle, va passer directement en salle. Et puis moi, je vais m'organiser pour travailler seul en cuisine. Parce que de toute façon, moi, je perds 30 couverts par jour, 30 couverts par service, ce qui fait presque 60 couverts par jour. Et finalement, à 2 ou à 3, avec mon apprenti, on devrait s'en sortir largement. Après, voilà. Donc après, on a mis aussi des mesures d'hygiène. On nettoie, on désinfecte la cuisine toutes les 30 minutes. On désinfecte les poignées de porte, toutes, que ce soit les toilettes, que ce soit les portes d'entrée, intérieur, extérieur, le bar, tout ce qui est possible pour que le client puisse le toucher. Mais on désinfecte aussi beaucoup la camionnette. Et c'est pour ça que nous, on privilégie beaucoup la livraison, parce que c'est beaucoup plus facile à désinfecter la camionnette que le restaurant. La camionnette, on a une petite boîte à l'intérieur. J'ai fait une boîte, on va dire une boîte de désinfection avec le masque dedans, les gants, les petites lingettes pour le désinfecter, le produit. On désinfecte après chaque livraison. On désinfecte les pommeaux d'idée, tout ce qui est possible qu'on touche avec nos mains ou avec nos gants, les poignées de porte, etc. Ok, et c'est ce que tu voulais aussi exprimer quand on a préparé un petit peu le webinaire. C'est ce que tu voulais exprimer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite en termes de réouverture, etc. Et que du coup, votre activité, vous allez quand même garder le click and collect ou la livraison vraiment de manière, on va dire, majeure sur votre activité de restauration à première vue. C'est vrai que nous, ça faisait très longtemps qu'on voulait le développer. Et ce confinement a permis de le développer finalement plus que bien parce que ça a permis de générer pas mal de ventes et de générer du chiffre d'affaires. Et on va le garder maintenant toute l'année. Donc, on est en train de mettre en place, je suis en train de préparer la réouverture, si on peut rouvrir le 2 juin, bien sûr. Mais on continuera en fait à faire de la livraison et de l'emporter pour tout ce qui est partie burger et plateau repas. Et en plus de ça, j'ai fait une liaison aussi avec le restaurant. Pour le mercredi soir, maintenant, je ferai une carte de burger. Voilà, il y aura une carte de burger qui viendra s'introduire dans la semaine parce que c'est le jour où c'est un peu plus calme pour moi et pour essayer de ramener une clientèle le mercredi soir. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais aborder? Non. Sur tout ça, on a une question de Henri sur le combien de temps tu passes par semaine à travailler sur la communication, j'imagine en général. Alors, ça dépend. Avec le site internet, les réseaux sociaux. Alors ça dépend. Moi, je travaille avec Dynamique, donc Dynamique m'en font quand même une bonne partie. Mais c'est vrai que la partie site internet, la mise à jour, il y en a bien pour 1 heure. Si on compte ce que je fais le week-end, il y en a pour 2-3 heures pour faire quelque chose de solide et de bien fait. Et plus après 15 minutes par jour, à la limite, ça suffit pour faire quelques stories, publier un petit truc sur le statut, sur le profil de l'auberge, etc. C'est pas forcément long à faire. Il faut prendre le temps de le faire parce que c'est vrai que depuis qu'on a commencé le confinement, j'ai remarqué que ça générait quand même quelque chose. Merci. Je ne sais pas si d'autres veulent réagir au niveau des participants ou même Léo, Christophe ou Fabien, si vous voulez compléter ce qui a été dit, rebondir sur ce qui a été dit par Mathieu, notamment sur les actions qu'il a réalisées.
ne serait-ce que pour prendre un peu de recul sur ces actions-là, etc. Voilà, n'hésitez pas. On a dépassé le timing, on avait dit 1h30, mais on a eu un petit peu de retard à l'allumage. On peut rester encore un petit 5 minutes là, sur les questions et les échanges. Je rebondis juste sur ce que disait Mathieu, qui pour le coup est le bon exemple des bonnes pratiques qu'il met en place. C'est qu'il est présent sur pas mal de canaux de communication. En l'occurrence, il fait partie des campagnes mail. Je crois la partie SMS, tu ne le fais pas encore, Mathieu, si je ne me trompe pas. Je le fais des fois, mais je ne suis pas trop à l'aise avec. Je ne suis pas encore bien… La partie réseaux sociaux, il le fait il est quand même très présent sur sur beaucoup de choses. Le site web aussi, c'est une évidence, c'est vraiment très bien. Donc tout ça, c'est des bonnes pratiques. Après la question, donc je la repose pour ceux qui l'ont pas peut-être vu, qu'on m'a posé en privé. Donc Pascal qui me disait, mais ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux sont aussi des cibles clients. Oui, évidemment. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a globalement 2/3 des personnes qui sont en France qui sont connectées sur Internet, et dont 3/4 qui sont sur les réseaux sociaux. Donc les 1/4, il ne faut pas les oublier. Et c'est là où l'exclusivité des réseaux sociaux n'est pas une bonne approche, dans la mesure où du coup, vous ne touchez pas tout le monde. Donc c'est sûr que dans l'idéal, c'est d'être présent un peu partout, d'utiliser plusieurs canaux de communication. Après, ce n'est pas hyper évident parce qu'on n'est pas toujours hyper sensible à d'autres types de canaux. Autant pour l'un, les réseaux sociaux sont une évidence et une simplicité d'utilisation, et pour d'autres, ce sera plutôt la partie mailing ou la partie SMS ou plein d'autres choses, peu importe. Donc, il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé d'équation parfaite généralisée. La seule chose qu'on peut dire, c'est essayer d'être présent sur un maximum de canaux. Pour cela, définissez-vous un budget de communication. À l'échelle mondiale, la communication à l'échelle mondiale représente 30% des charges d'exploitation des entreprises. Toute entreprise confondue. Pour les petites entreprises, forcément, le budget est un petit peu plus faible parce qu'il n'y a pas forcément autant de capacité que peuvent avoir les très grosses entreprises. Mais tout ça pour dire que pour vous donner un peu des ordres de grandeur, à l'échelle mondiale, sur 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a 30 000 euros qui sont réinvestis dans la communication. Pourquoi? Parce que la communication est un levier certain de business, et la contraposée est finalement vraie aussi. C'est si vous ne faites pas de com, le business est quand même beaucoup plus difficile à mener, et le bouche à oreille est de moins en moins vrai comme levier de croissance. Merci Léo. On avait une question sur Pinterest. Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'un post Pinterest est payant? Non. Sauf si elle pense à quelque chose en particulier. Mais de manière générale, tous les réseaux sociaux sont gratuits. Presque tous. Alors après, bien entendu, chaque réseau social propose une partie payante. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Mais tous les réseaux sociaux, sinon, de manière générale, sont accessibles et gratuits. Ok, merci. Est-ce que, voilà, d'autres réactions, d'autres questions par rapport au webinaire? Il y a une question là. Mathieu, je suis propriétaire d'un gîte. Question de Jean-Luc, effectivement. Enfin, c'est Oui. pas une question en tant que telle, c'est plutôt une prise de contact éventuellement. Oui. C'est vrai que c'est un supplément de chiffre d'affaires. C'est toujours mieux de vendre 3 plateaux que de ne pas en vendre 0. Moi, je pars du principe que on peut faire son restaurant, mais si on vend 3 plateaux à côté, ça fait toujours 60 euros de plus, par exemple. C'est vrai que ça fait tout de suite un supplément de chiffre. Si on additionne ça sur 5 jours d'ouverture, par exemple, par semaine, c'est vrai que ça fait un beau complément de chiffre d'affaires. Même en règle générale. Et même si on est assez nombreux, il y a toujours de la place pour tout le monde, mais il faut trouver quand même, il faut toujours quand même trouver quelque chose que les autres ne font pas. Voilà, et créer quelque chose que les autres ne font pas. Surtout que c'est nous qui faisons la pub. Ouais. Bon, on voit bien aussi les liens qu'il peut y avoir entre effectivement le tourisme, là, dans le cas du gîte, et effectivement de la restauration. Effectivement, il faut qu'on soit de plus en plus en lien, complémentaires et on va dire solidaires les uns avec les autres, notamment dans cette période. Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, questions, on peut peut-être s'arrêter là pour la partie vraiment présentation du webinaire. Et puis, donc un grand merci aux intervenants de ce matin, donc l'Académie numérique avec Christophe et Fabien, à Léo également de Dynamique, et à Mathieu pour ton témoignage. C'était vraiment super. Donc merci. On a enregistré ce webinaire, donc on va certainement le diffuser sur les réseaux. On pourrait le retrouver et le partager aussi, parce qu'on a abordé pas mal de choses très intéressantes ce matin. On va envoyer aux participants le document de présentation avec les liens pour que vous puissiez aller faire vos propres recherches et continuer, on va dire, par la suite à vous renseigner autour du digital. L'idée, c'était d'aborder avec vous le champ des possibles. Hein, c'est l'objectif de la fabrique. Et puis après, voilà, à vous de vous faire votre petit bout de chemin sur le digital. Voilà, merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez, on peut rester ensemble encore un petit peu ou pas, voilà, selon vos envies. Il est peut-être temps aussi de faire une petite pause. On n'est pas loin de 11 heures, on a passé un bon bout de temps ensemble. Donc, merci à tous. Et puis, moi, je reste disponible encore quelques minutes si jamais vous avez des remarques, des questions, des suggestions. Et sinon, vous pouvez vaquer à vos occupations. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Belle journée à tous. Du coup, Charlie, il n'y a pas de questions particulières. Tout a été traité comme tu voulais ou Oui, sur la conversation, j'ai vu que il y a Léo aussi qui jetait un œil de temps en temps, Mathieu aussi. Donc, tout a été traité apparemment. Ok. Et puis, ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va leur adresser un mail aux participants et ils pourront revenir vers nous si jamais il y a des questions peut-être précises sur le digital, mais apparemment, tout a été traité. Ok. Bon, bah, écoute, parfait. Eh ben, merci à tout le monde alors. Merci à tous. à vous. Merci. Ouais. Merci, à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Bonne journée. À Bonne journée. bientôt. Salut. Bon, Voilà. j'arrête l'enregistrement.